Comme le disait Sénèque, écrivain et philosophe romain, on veut être heureux, mais on prend l'instrument du bonheur pour le bonheur lui-même. Bien. Alors tout d'abord, sachez que notre histoire nous laisse bien d'outils pour bâtir notre monde actuel. Mais au-delà du passé, l'avenir dépend également de notre volonté ainsi qu'au sens que nous voulions lui donner. C'est pourquoi de multiples analyses doivent être effectuées afin de ce qui en résulte soit en adéquation avec nos convictions. Et je tenterai bien d'évoquer ma façon de penser à travers les différents essais que j'ai pu écrire auparavant d'ailleurs, et en l'occurrence en ce qui concerne la vie en tant que telle. Alors, le sens de la vie étant la grande question que de multiples penseurs et philosophes ayant traversé les siècles nous ont laissé plus ou moins de profondes traces et qui érigent encore à l'heure actuelle certaines de nos pensées, de nos actes ou encore de notre altruisme. Cette interrogation peut nous laisser perplexes, n'est-ce pas? Des réflexions dirigées vers un avenir qui nous paraît inévitablement curieux, ainsi qu'instable pour beaucoup d'entre nous, suite aux multiples incohérences de l'homme avec lui-même. Et ce, autant sur le point de vue d'un penseur ou d'un individu commun. Alors, étant dans le processus d'évolution, où tout semble se précipiter vers le bonheur, dans cet enchevêtrement rapide d'une société, je dirais, relativement matérialiste, eh bien, j'ai pu en déduire que l'homme, n'ayant pas assez pris le temps d'observer son environnement, ainsi que de prendre en considération ce qui le compose, pourrait avoir un retour contre-éthique envers ses propres et profondes convictions. La connaissance de soi au-delà de son environnement doit également faire partie de l'équation. D'une extrême légitimité dans le fait de connaître sa propre identité, non pas en tant qu'espèce, mais plutôt en tant qu'être. Et je trouve cela assez sidérant d'ailleurs, que nous ne nous rendons même pas compte de nos actes quasiment irréversibles, étant certainement trop occupés à appréhender notre futur matériel plutôt que spirituel. Dès l'instant présent, nous ignorons nos axes de progression et notre quotidien est fondamentalement oublié, pour ne pas dire négligé. Pourtant, le fait de s'observer puis de s'analyser dans un cadre sain, détendu, voire zen, nous permettrait d'entretenir nos âmes telles que Platon, philosophe grec, aurait désiré. Sachez que nous serons tous à la poursuite du bonheur, et moi le premier, j'ai envie de dire. Nous sommes conditionnés en ayant le cerveau légèrement endoctriné, et de ce fait, nous en oublions presque la réelle qualification du bonheur. En réalité, avant de partir plus loin, du moins philosophiquement parlant, prenons en compte l'image du bonheur aux yeux de la science. Il s'avère que c'est tout simplement une sensation de bien-être, une hormone sécrétée dans notre cerveau nommée l'endorphine. Elle nous donne une terrible sensation de satisfaction puis de joie. L'endorphine, nommée hormone du plaisir ou encore hormone du bonheur, une appellation relativement abusive certes, mais bon, l'idée est là.
Alors, bien entendu, différents outils et manières de penser existent afin de stimuler votre sérénité, votre joie ou encore votre bonheur. Et je pense qu'il est important, dans un premier temps, de changer notre rapport à l'environnement matériel. Bien entendu, la plupart d'entre vous ont certainement grandi dans un univers et continuent d'évoluer dans une société où les équipements technologiques pullulent. Pour autant, il faut savoir que certains peuples autochtones vivent sans technologie et n'éprouvent aucun manque. Ils vivent tout simplement ensemble et en harmonie. D'ailleurs, il y a quelques années, j'ai réalisé une vidéo au sujet de ces peuples. Il s'agissait des Bushmen. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, il faut savoir que les Bushmen ou encore les Boshiman forment une population d'autochtones d'Afrique australe. D'ailleurs, c'est une tribu africaine communément connue sous le nom de San, soit S-A-N. De souvenir, ils vivent depuis 45 000 ans et seulement 100 000 d'entre eux existent à ce jour, étant donné que les autres se sont sédentarisés au fil du temps. Donc on les retrouve majoritairement dans le désert du Kalahari et on estime qu'il y a environ 60 000 individus au Botswana, 30 000 en Namibie et 10 000 en Afrique du Sud. D'ailleurs, la plupart de ces êtres sont des chasseurs-cueilleurs, comme nous l'étions autrefois. Ces hommes communiquent également avec des clics de la langue, une caractéristique unique de leur tribu. Et selon le territoire où ils se trouvent, eh bien, les Bushmen portent des noms différents en fonction de leur origine et mode de vie, tels que l'homme de brousse, par exemple. D'ailleurs, d'après certains historiens, il faut savoir qu'ils ont été chassés par d'autres peuples durant leur Révolution. Et beaucoup d'entre eux ont connu la misère ainsi que la souffrance, et ce pour la satisfaction du profit des plus riches de l'époque. D'ailleurs, à ce jour, il faut savoir que les San sont également menacés par le gouvernement botswanais, puisque ce dernier souhaite instaurer la prospection diamantaire de certains territoires. Enfin, si vous souhaitez observer leur mode de vie, ainsi que leurs rapports sociaux avec l'homme dit moderne, en l'occurrence nous, eh bien, je vous conseille de visionner un film, donc un film qui n'est pas très récent, puisqu'il s'agit du film qui s'intitule « Les dieux sont tombés sur la tête ». Donc, c'est une œuvre cinématographique qui met d'ailleurs en évidence le mode de vie des Bushmen d'un côté, puis celui de l'homme moderne de l'autre. Et c'est assez intéressant d'ailleurs puisque cela nous permet de réaliser une sorte d'exploration inversée, et ce de notre propre situation. Ainsi, en ce qui concerne les Bushmen, il est intéressant de savoir que ces populations vivent de façon circulaire et répondent à leurs besoins dans le respect d'autrui sans avoir d'intérêt à ressentir une certaine forme de jalousie. Donc chose que l'on ne connaît pas tellement en Occident, quoi. Et de ce fait, nous observons un nouveau mode de vie ainsi qu'un rapport entre individus plutôt circulaire au sein de leur société. Et cependant, en ce qui nous concerne, nous sommes loin du paysage subdésertique, avec le privilège d'observer des zèbres, des gazelles et fauves qui dominent cette terre. Vivant dans une société conçue ainsi que matérialisée à l'échelle de l'homme, la richesse matérielle a désormais pris beaucoup trop de place
dans nos préoccupations que nous en oublions parfois la réelle richesse de l'humain, puis de la connaissance. Nous avons d'ailleurs hiérarchisé nos pensées, nos biens matériels et pour finir l'homme. Ainsi, nous pouvons avoir une certaine chance de vivre au sein d'une société technologiquement développée. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut strictement s'adapter à la pensée verticale, mais de se trouver au sein d'une sphère personnelle, puis de faire émerger notre confiance en soi, notre audace, notre goût de conquête, et ce au service de la défense d'une cause. Nous passerons donc du statut classifié au statut de la liberté. De ce fait, nous observons un mode de vie ainsi qu'un rapport entre individus plutôt vertical au sein de notre société. Bien, je ne pense pas qu'il faut généraliser et de classer les individus dans des cases, soit par caste. Alors certes, au sein de la société dans laquelle nous évoluons, il est très délicat de prendre du recul, surtout quand nous avons la tête, disons, dans le guidon, puis que la majeure partie des personnes avec qui nous vivons nous tire vers le bas. Il me paraît donc légitime de ne pas se voiler la face. Beaucoup de personnes sont engagées et défendent des causes, et puis se mettent également au service du bien commun. Mais sachez que le premier but de la vie consiste à combler un besoin intrinsèque, celui de la reconnaissance, parce que nous éprouvons tous le besoin d'être reconnus et puis d'être heureux au sein de notre existence. Ainsi, le besoin de reconnaissance s'avère être d'une haute importance. Les personnes qui tentent de donner de leur temps aux autres se résument en partie au fait de répondre à leurs besoins de reconnaissance, afin de se sentir elles-mêmes utiles. Cette méthode de pensée et de fonctionner aura pour but d'être reconnue par un groupe d'individus, puis par la suite d'être heureux. La recherche du bonheur peut être associée à ce besoin de reconnaissance dès à la naissance, par exemple, où la plupart des personnes souhaitent que leur enfant soit heureux, se sentir utile, tout en rendant autrui heureux afin d'être heureux. Mais cette notion, le fait de considérer une action ou un bien au service de notre bonheur intrinsèque, possède son côté sombre. Notamment sur le fait d'être constamment à la recherche du bonheur, ce qui nous distingue des autres espèces d'ailleurs. Lorsque nous avions associé le bonheur lui-même à la richesse matérielle et au pouvoir, et de ce fait, l'homme n'a cessé d'évoluer. Bien. Alors, il faut savoir que le bonheur est une notion qui, selon moi, n'a pas tant évolué que ça. Vous savez, j'admire énormément le fait de raisonner par l'extrême, de voyager très loin sur le plan intellectuel. Et cela me permet d'observer, par contraste, différentes situations auxquelles il y a un éventuel débat. Bon. Si nous prenons en compte les chasseurs-cueilleurs qu'il y avait il y a près de 200 000 ans, en Afrique, le bonheur se résumait à cette époque à la chance de survie, à la nourriture, à la santé, ainsi qu'au rapport au groupe, soit à la famille. De ce fait, je ne pense pas que nous soyons à ce jour plus heureux qu'eux, en comparant notre ressenti du bonheur. En réalité, tout est lié à notre biochimie positive. Si nous devrions retourner à l'âge de pierre, forcément que le confort de notre quotidien nous manquera. Il me paraît donc certain que nous serons malheureux sur ce point de vue, puisque nous devrions faire une croix sur toute notre technologie et confort de vie que nous avions aujourd'hui dans notre foyer. Cependant, pour ce qui est de nos désirs, toujours liés à la recherche du bonheur, puis basés selon notre situation actuelle, soit de notre quotidien, nous sommes certainement tout aussi heureux
que nos ancêtres l'étaient en leur temps. Tandis que les chasseurs-cueilleurs, n'étant pas conscients de notre confort de vie et ayant d'autres préoccupations, ils se portent très bien dans leur environnement. Cependant, s'ils goûtaient à notre modernisme dans lequel nous évoluons, ne serait-ce qu'une journée, eh bien peut-être que leur bonheur serait moins important que s'ils n'étaient pas conscients de notre confort de vie. Par comparaison à leur environnement, ils seraient malheureux de vivre avec ce manque de technologie qui pourrait sûrement leur faciliter la vie. Ne vous est-il pas déjà arrivé de souhaiter acquérir un bien matériel et une fois ce dernier acquis, votre jauge d'élixir du bonheur était à son apogée. Seulement, quelque temps après, votre volonté de remonter cette jauge d'élixir par l'acquisition d'autres biens matériels vous fit appel. Ce qui est certainement lié à notre système de pensée où nous en voulons toujours de plus en plus. Ou encore, dès lors où nous perdons ce bien matériel, nous retrouvons l'importance de cet objet qui n'est plus sous notre main et où une frustration monte en nous. Ainsi, nous culpabilisons de ne pas avoir exprimé tant de bonheur lorsque nous l'avions à notre disposition. Et c'est pourquoi je ne pense pas que le bonheur ait tant évolué que ça. Étant dans un premier temps matérialiste, puis en prenant en compte la situation de certaines personnes jugeant que leur bonheur serait lié à l'argent et estimant avoir une vie moins intéressante que ceux ayant beaucoup plus d'argent, y compris les biens matériels. Ainsi, et malheureusement, la richesse matérielle est trop associée au bonheur. Mais est-ce cette richesse qui peut nous rendre heureux? L'homme, étant conçu par l'esprit de comparaison, où le bonheur n'est qu'éphémère, je suis pratiquement convaincu que le ressenti du bonheur n'ait pu évoluer jusqu'à aujourd'hui. Ayant du mal à combler cet élixir de satisfaction, nous sommes constamment omnibulés par cette volonté d'avancer et d'évoluer afin de garantir l'amélioration de notre quotidien. Non loin que cela puisse paraître comme un défaut sur le point de vue de l'humanité, cette volonté nous a tout de même permis de grimper sur l'échelle trophique, contrairement aux autres espèces animales, certainement déjà comblées par la richesse de leur environnement. Un environnement où jadis elles vivaient. Ainsi, nous avons donc du mal à nous satisfaire de ce que nous avons, et sous un laps de temps bien défini d'ailleurs. Ce qui confirme aujourd'hui notre situation au sein du monde du règne animal, grâce à cette volonté de pouvoir. Cependant, sur le point de vue de la nature, eh bien, cette volonté ne peut être perçue autrement qu'un défaut. Et depuis des siècles maintenant, l'homme n'a cessé de vivre en prenant comme référence l'espoir. Comme la majorité des personnes, nous avons tous un but, une raison d'être, un objectif, ou encore un but à atteindre. Cependant, le plus important n'est pas d'atteindre cet objectif, mais plutôt ce qui compose le chemin de cette réussite. En empruntant des routes similaires, voire convergentes, toujours dirigées vers l'objectif que vous souhaiteriez atteindre. L'espoir restera la clé de tous vos efforts. D'ailleurs, n'avez-vous jamais remarqué qu'une fois votre but atteint et à la jauge d'élixir de satisfaction retournée à sec, un autre but vous appelle. Entreprendre la quête d'un nouvel objectif, tel est le but de chacun. La vraie question que nous devrions nous poser n'est pas de savoir ce que nous voulons, mais plutôt de savoir qu'est-ce que nous voulons vouloir. Et je rejoins ainsi aux écrits de Yuval Noah Harari que nous avons également vus dans le cours précédent.
Alors, certains d'entre vous seront sûrement amenés à rechercher le bonheur par l'acquisition de biens, du moins sur le point de vue matériel. Pour autant, depuis des siècles, l'homme n'a cessé d'améliorer son quotidien en mettant au point des inventions, assez ingénieuses d'ailleurs, nous permettant de nous faciliter la tâche, puis de gagner du temps au sein de nos journées, notamment en ce qui concerne nos besoins vitaux. L'exemple type est l'eau, puisque jadis, nous parcourions des kilomètres afin de ramener de l'eau au village, que ce soit pour nous hydrater ou encore abreuver nos troupeaux, ou encore lorsque nous commencions l'élevage pour l'irrigation des champs destinés eux-mêmes à nourrir le bétail ou nous-mêmes. Puisque à l'époque, l'eau était très précieuse. À ce jour, nous faisons quelques mètres, nous appuyons sur un bouton, puis l'eau coule. Et d'ailleurs, même avec la température de notre choix. Ce n'est plus à nous de nous déplacer vers le besoin, non, c'est le besoin qui vient à nous. Ainsi, le travail de nos inventeurs nous ont permis d'acquérir plus de temps libre qu'auparavant. Mais encore faudrait-il savoir comment le solliciter. Nous gagnons d'une part du temps et d'autre part, nous économisons nos forces. Mais pour ma part, ayant toujours vécu dans une telle possibilité, je ne peux apercevoir la réelle richesse de mon quotidien, contrairement à une personne qui, elle, n'aurait pas goûté à cette technologie de vie nettement plus agréable qu'à une certaine époque, ou encore, malheureusement, au sein d'un autre pays de ce monde. Je pense aussi que la notion du bonheur devrait être redéfinie. Le fait que nous allions être influencés tout au long de notre vie, voire davantage lors de notre enfance, eh bien, va avoir de grandes répercussions, qu'elles soient favorables ou défavorables d'ailleurs, dans nos actes et pensées. Puisque si les parents possèdent de mauvaises croyances, il y aura un risque que l'enfant les possède aussi, puis les garde jusqu'à son décès. Et en ce qui concerne la notion du bonheur, elle ne s'avère pas être universelle. Effectivement, beaucoup possèdent une définition qui diverge avec celle d'autrui. La définition du bonheur doit aujourd'hui impérativement être redéfinie, afin qu'elle soit peut-être plus en lien avec l'éthique et la sagesse. De toute évidence, nous pensons en fonction de notre environnement dans lequel nous avons évolué et nous pensons en fonction des connaissances que nous avions acquises. Notre personne, notre résultat. L'avantage étant qu'aujourd'hui, à l'époque du XXIe siècle, la barrière géographique s'avère être explosée suite à l'existence d'Internet, ce qui nous donne le libre accès à de multiples connaissances, idéologies, croyances et j'en passe. Que nous pourrions peut-être trouver notre paix intérieure avec une telle richesse à disposition. Mais encore faudrait-il réussir à séparer le bon grain de l'ivraie pour ne pas sombrer dans le gouffre de l'incertitude. Vous savez, le fait d'être un perfectionniste peut également vous ronger l'esprit, ne vous laissant pas une totale satisfaction de vous-même à propos d'une quelconque activité. Pour ma part, m'investissant de manière considérable dans mon travail de soi-disant vidéaste, dans mes recherches scientifiques, puis auprès de mes réflexions philosophiques, il m'arrive d'avoir quelques difficultés à lâcher prise et à me satisfaire de mon travail. Alors, encore une fois, la prise de recul sera à solliciter. Déjà, la question du référentiel survient. Un référentiel basé selon l'unité temporelle. Il y a quelques années, j'aurais été émerveillé de mon travail ainsi que de mes compétences que j'ai actuellement. Cependant, si j'observe une version, disons, avancée de moi-même, donc si j'ai l'opportunité de m'observer dans le futur, eh bien, c'est mon moi actuel
qui sera émerveillé de mon futur travail, décrédibilisant ainsi et légèrement mon travail actuel, étant donné que celui du futur sera nettement amélioré, du moins il s'agit là de la pure théorie. Ainsi, cela va de soi qu'il est légitime de prendre en compte notre passé afin de constater une évolution et, je l'espère, positive pour votre part, afin de retrouver une sérénité qui sommeillait en vous. Prendre en compte son passé pour avancer, je ne pense pas qu'il faut conserver ses opinions. Au contraire, il est aussi important de constamment se remettre en cause pour avancer. Cependant, il est aussi primordial de prendre en considération les étapes par lesquelles nous sommes passés. C'est un peu, voyez-vous, le résultat de l'histoire de notre évolution, pour ainsi dire. En prenant en compte notre histoire, nous pouvons savoir où aller, vers quelle voie se diriger et quel sens donner à notre existence. Mais il faut néanmoins être capable de relever les échecs de notre passé afin de mieux appréhender le futur. Être capable d'utiliser des événements, des époques, voire des objets à la base considérés comme néfastes, pour les mettre au service de notre bonheur. Que dire des guerres mondiales ou encore l'apparition de la puissance nucléaire, jadis perçue comme la mort, mais aujourd'hui considérée comme une arme de dissuasion. Un système de prévention mis en place pour la garantie d'une paix, puis d'une situation stable et durable entre les différentes nations. Alors bien entendu, tout est aussi une question de chute de dominos relative à l'effet papillon, où chaque chose qui se déroule, qui s'effectue dans notre présent, aura une conséquence à l'égard de notre futur. Vous savez, je pense que le fait de découvrir d'autres cultures, puis d'explorer d'autres horizons, nous apporte aussi tant de bénéfices. Notamment en ce qui concerne les échanges de ressources intellectuelles avec nos semblables. Et c'est en lien bien entendu avec le bonheur, puisque méprisant le fait que l'on devrait tous s'accorder à une seule et même façon de penser, puis d'adopter une seule philosophie de vie commune, eh bien je pense que chaque société devrait être observée avec respect ainsi qu'attention, en négligeant le jugement de ses habitants. Certains seront peut-être des adeptes de la mode, puis de la tendance. D'autres, des artistes marginaux de pensée. Où que l'on aille, nous trouverons, selon nous, des êtres intelligents, puis des individus faibles d'esprit. Mais je suppose aussi que les normes sociales varient en fonction des zones où nous nous situons, même au sein des pays occidentaux. Et voyez-vous, d'après les recherches personnelles que j'ai pu effectuer durant mes expéditions culturelles sur le sol européen, puis par la comparaison des différentes sociétés que j'ai pu observer de par ma présence sur le site ou encore par l'acquisition de connaissances issues de certaines œuvres, qu'elles soient littéraires, rupestres, musicales ou encore cinématographiques, eh bien, je me suis aperçu qu'il y avait de légères différences liées à la façon de voir puis de comprendre le monde dans lequel nous évoluons. Par exemple, par l'observation, du moins d'une approche beaucoup plus responsable en ce qui concerne l'écologie, d'un pays à un autre. Donc nous observons bien qu'à petite échelle, en l'occurrence au sein du continent européen, de légères différences existent qui peuvent être autant favorables que néfastes pour le bien commun. Alors, qu'en serait-il à plus grande échelle si nous désirons pratiquer les échanges d'idées, le partage de convictions, voire de la perception à la visualisation d'un monde parfait sur le plan international? Puisque l'idée est là,
Le fait que nous nous levons le matin est certes lié à nos besoins vitaux, mais également à notre but ultime qui est étroitement lié à notre bonheur, celui de nos proches. Puis, pour les plus généreux d'entre nous, du moins les plus altruistes, philanthropes, mener des actions pour veiller au bien-être d'autrui. Et je ne parle pas uniquement des humains, mais je pense que vous vous en doutez. Il faut aussi prendre en compte l'environnement dans lequel nous évoluons, puisque ce dernier est très important pour notre bonheur. Je pense que la plupart d'entre vous êtes au courant que vous êtes le résultat de l'environnement dans lequel vous vous êtes développé, ainsi que des rencontres que vous y avez effectuées jusqu'à ce jour. Ainsi, au sein d'une communauté saine, le respect de l'autre doit impérativement faire partie de l'équation. Bien que je puisse paraître pour un idéaliste à de multiples occasions, je vais néanmoins tenter de rester réaliste aujourd'hui. Puisqu'il ne faut pas faire de langue de bois. La liberté est une merveilleuse chose, certes, mais elle possède tout de même des limites. Alors, bien que je ne sois pas très partisan des limites, du moins des barrières ou des boucliers, puisque je suis de ceux qui pensent que les sages construisent des ponts pendant que les faibles d'esprit contribuent au maintien des frontières. Mais je prends tout de même en considération une limite essentielle à la liberté qui se traduit par le respect de l'autre. Un univers où chacun a la possibilité de faire ce qu'il souhaite est une utopie et doit le rester afin de veiller au maintien de la structure juridique où nous pouvons vivre à l'abri du danger et où le confort est présent. Alors, pas pour tous, certes, il est vrai qu'il y a encore beaucoup trop d'injustices qui subsistent dans ce monde, mais c'est un autre sujet. Ainsi, l'établissement de lois, de règles, de promulgations pourrait nous paraître comme une éventuelle privation de liberté. Pour autant, leur existence permettrait tout de même de garantir un environnement fiable et sécurisant pour notre famille. Alors, une liberté, certes, qui se traduit par la possibilité de croire, de penser, de s'exprimer et j'en passe, tout en veillant à ne pas nuire au bien-être commun. Mais encore faudrait-il savoir définir le bien commun. Doit-il concerner notre famille, et encore de laquelle pourrait-il s'agir, biologique peut-être, concerner notre sphère primaire, les citoyens avec lesquels nous partageons la même nationalité, les religieux avec qui nous pouvons partager les mêmes croyances, ou bien la plupart des êtres rattachés à l'espèce humaine. Non. Non, il pourrait également y avoir les êtres membres du règne du vivant. Alors, je suis totalement d'accord qu'il faut veiller au respect de l'opinion des autres. Cependant, il y a une nuance entre la liberté personnelle et la nuisance à l'égard d'autrui. Ainsi, nous ne pouvons pas songer à établir une société sans une contradiction. Une contradiction au service du bien commun, selon laquelle une privation de liberté doit être établie afin de ne pas impacter ou entraver la liberté d'autrui. Alors il faut aussi savoir que la place du bonheur dans notre vie est parfois difficile à déceler. Et pourtant, la vie étant la grande question où de nombreux penseurs et brillants philosophes ont tenté d'émettre leurs opinions à cette grande interrogation. Il est vrai qu'elle puisse nous laisser perplexes, n'est-ce pas? Alors, étant dans le processus d'évolution où tout va si vite, j'ai pu tout de même analyser que l'homme ne prend pas le temps d'observer son environnement ainsi que sa propre personne.
Et pourtant, il s'agit là d'une nécessité fondamentale dans le fait de se connaître soi-même. Et c'est d'ailleurs assez sidérant d'observer que nous ne nous rendons même pas compte, étant sûrement trop occupés à appréhender notre futur, de l'importance de l'instant présent. Pourtant, le fait de l'observer et de s'analyser dans un cadre spirituellement détendu s'avère être d'une nécessité absolue. Alors, nous pouvons à ce jour observer certaines activités qui le permettent, telles que le yoga, la méditation, le tantrisme et bien d'autres encore. La volonté n'est pas de savoir, mais d'apprendre de jour en jour. Et sachez que notre existence, non pas collective, mais à l'échelle individuelle, se résume uniquement à cet instant. Bon. Nous en venons maintenant à parler des différents outils qui nous permettront de mieux considérer les tracas du quotidien, que ce soit des drames ou tragédies en tout genre se déroulant au sein de nos vies. Bon. À commencer par la pratique de la pensée positive. Chaque action menée durant une ou plusieurs journées peut être décisive pour votre avenir. C'est d'ailleurs tout de même un moyen assez rassurant de se dire qu'il y a un ordre pour tout, que chaque conséquence peut être bénéfique pour notre futur et que nous apprenons par l'échec. Et que l'échec doit être perçu pour le coup comme un diplôme et non comme un inconvénient. Nous sommes constamment dans l'amélioration de notre quotidien et si un malheur devrait arriver, alors il faudrait le considérer comme étant bénéfique pour notre développement. Mais encore faudrait-il savoir le reconnaître et éviter, par la même occasion, de se morfondre en attendant qu'un miracle improbable se produise. L'histoire de l'humanité a connu énormément de guerres, des histoires dramatiques, terribles et affreuses, et il s'agit là d'un euphémisme. Mais ce sont tout de même grâce à ces horreurs que des mesures de sécurité ont été établies afin de garantir un avenir meilleur à nos générations futures. Donc, montrons-nous un peu tolérants à l'égard de nos actions passées ainsi que sur nous-mêmes et acceptons les choses telles qu'elles sont, puisque l'horreur d'aujourd'hui fera peut-être le bonheur de demain. La différence maintenant. On m'a souvent dit que j'étais différent, et souvent avec un ton méprisant d'ailleurs, comme si la différence est mauvaise et que le conformisme est idéal. Or, il faut savoir que c'est ce qui a fait ma force. Notre force résulte de notre différence, et ce selon notre rapport au monde, notamment auprès des autres espèces. Que dire de notre invasion que nous avons effectuée il y a près de 70 000 ans? Si nous étions comme toutes les autres espèces, nous serons restés en Afrique et nous ne serons peut-être déjà, disons, une espèce éteinte à l'heure actuelle. Ou si la chance nous avait souri, nous serions restés de simples primates à leur stade primitif. Et de ce fait, la différence me semble importante à prendre en compte, d'autant plus que c'est cela qui fait la richesse culturelle d'un monde, celle d'une multitude de couleurs, de pensées, de styles et de philosophies. Venons-en maintenant à l'effet contraste. Je vous ai déjà dit que tout était une question de point de vue, n'est-ce pas? De contraste, de par
l'influence et la manipulation, de la réciprocité, et j'en passe. Mais aujourd'hui, prenons part uniquement de ce que je nomme l'effet de contraste. Pratiquant de la pensée positive, le fait de constamment mettre un référentiel, par rapport à qui ou à quoi, me paraît nécessaire dans les réflexions que j'entreprends, afin d'évoquer notre point de vue. Et quel qu'il soit d'ailleurs, il est important de mettre en place un référentiel, une sorte de base, une origine, notamment lorsque nous basons notre réflexion au niveau d'un bien-être, autant individuel que collectif, donc du bien commun. Alors quand et par quel procédé pouvons-nous éprouver de la satisfaction à notre égard, par exemple? Eh bien la réponse est simple. J'entends déjà certains d'entre vous me proposer la comparaison avec autrui. Et vous avez raison. N'oublions pas que la comparaison de notre personne avec nos semblables est un trait intrinsèque de notre comportement, que nous pouvons d'ailleurs observer à maintes reprises chez les individus de notre espèce. Beaucoup d'entre nous d'ailleurs pensent que nous sommes arrivés au rang des dieux et pourtant, à ce niveau-ci, nous sommes toujours autant perçus comme des êtres primitifs, avec la terrible volonté de toujours avoir mieux que les autres, ou du moins d'être mieux que son voisin. Il faut certes conserver cette volonté de se comparer auprès d'autrui afin de conserver ce désir de développement personnel. Cependant, et là est la différence, il ne faut pas prendre pour référence notre voisin mais plutôt notre personne. En d'autres termes, il faut prendre du recul, non seulement en ce qui concerne notre personne au stade actuel, mais aussi l'individu que nous étions hier pour mieux être demain. Prendre pour référence celui que nous étions hier, définir vers le but que nous voulions atteindre, puis se satisfaire de notre avancée personnelle, soit de notre propre développement personnel. De cette manière, vous vous sentirez libre, vous-même et épanoui. Mais sachez que ça ne s'arrête pas là, puisque pour le prochain stade, nous allons prendre comme référence le passé. Et croyez-moi, la connaissance de l'histoire ainsi que la culture générale sont favorables dans ces cas-ci. Pour ma part, je suis relativement extrémiste lors de mes prises de recul. Quand il s'agit d'un point de vue favorable à notre société, et oui, croyez-moi, ça m'arrive, je ne remonte pas 10 ou 20 ans en arrière, mais plus à une certaine ère, telle qu'au Moyen-Âge, à l'Antiquité, voire même avant, quand les lances ainsi que les silex étaient notre seule richesse matérielle. Alors bien entendu, pour certains sujets, c'est à éviter, tels que pour la santé, pour l'hygiène, ainsi que pour notre rapport à l'altérité. Mais en ce qui concerne nos biens matériels, je pense que c'est à souhaiter, n'est-ce pas? Un moyen de nous contenter de ce que nous avons, puis d'arrêter de toujours en vouloir plus. Alors oui, c'est un peu rompre avec l'essence même de ce pourquoi nous sommes ici et nous pourrions philosopher pendant des heures sur ce sujet, je vous l'accorde. Que dire de notre évolution qui a traversé des millénaires où nous avons grandi, puis conquis divers biotopes afin d'installer notre famille, sans nous soucier des ravages que nous avions causés au sein des écosystèmes ou encore auprès de nous-mêmes, au sein de notre société. Puisque encore aujourd'hui, travaillant corps et âme, nos semblables ont fait don de sang puis de sueur pour constamment faire évoluer notre société. Et ce, toujours dans l'optique d'améliorer notre environnement. Actuellement, sûrement trop anthropocentré, je vous l'accorde. Et après quoi, notre évolution
exponentielle en termes de biens matériels. L'expansionnisme technologique et enfin la croissance vertigineuse de la démographie. Vous comprenez ainsi qu'à ce jour, il est impérativement légitime de prendre un peu de hauteur lorsque nous vivons une situation qui survient, disons, soudainement, et ce au sein de notre quotidien, comme une sorte de grain de sable venant perturber vos plans, une nécessité de tendre vers une meilleure capacité d'interpréter les éléments qui sont à la base défavorables sur le court terme, mais de les percevoir comme étant favorables sur le long terme. Nous pouvons utiliser de nombreux exemples d'ailleurs, comme le fait de nous plaindre lorsqu'il faut aller faire des courses. Et de ce fait, nous allons perdre une demi-heure, voire 3/4 d'heure sur notre journée. Avec de la hauteur, nous pouvons prendre pour référence un passé lointain et constater que nous ne sommes pas autant à plaindre que nous le prétendons suite à la possession d'une voiture avec laquelle nous avons juste 10 km à parcourir pour nous rendre à un supermarché. Et d'ailleurs, il sélectionnait les produits bien mis en valeur dans des rayons plutôt que de parcourir 10 km à pied pour atteindre des ressources alimentaires et user de notre temps, risquer notre vie pour chasser ou cueillir des aliments. Nous pouvons aussi prendre l'exemple des embouteillages. Pourquoi nous plaindre lorsque nous sommes bloqués dans les bouchons pendant 1 heure, tandis que nous sommes dans une voiture, au chaud, à écouter France Inter, tandis qu'il pleut à verse dehors, et nous aurions très bien pu être en scooter et avoir froid, puis être trempés par la pluie. Quand bien même ces 2 exemples peuvent nous faire perdre un peu de temps au sein de notre quotidien, nous pouvons tout de même constater plus d'avantages que d'inconvénients en ce qui concerne le gain temporel. Pour reprendre l'exemple du supermarché, il nous suffit simplement de nous y rendre, de choisir des articles à notre guise, de les échanger contre de la monnaie désormais virtuelle suite à l'existence de la carte bancaire. Puis de rentrer chez nous. Ça nous a pris quoi? Vraiment? 1 heure? 1h30 à tout casser? Alors qu'avant ça aurait pris toute la journée? Franchement, rendez-vous compte du temps que cela nous libère. Alors, bien entendu, ce mode de vie possède aussi bien des inconvénients, je vous l'accorde. Déjà, le fait d'utiliser sa voiture, ça pollue. Mais il n'empêche que pour certains points, c'est une vie qui est beaucoup mieux puisque nous gagnons du temps. Et je pense que l'unité temporelle est ce qu'il y a de plus cher à nos yeux. Disons que ça devrait l'être pour tous. Bien que certains choisissent l'argent, et je ne vois pas quelles en sont les raisons constructives à notre bonheur. Plus votre prise de recul sera loin, plus votre contraste sera important et plus vous pourrez pratiquer la pensée positive. Contrairement au fait que l'on se baserait sur le futur, et pour le coup ce serait un fantasme, et nous trouverons notre vie peut-être peu favorable à ce que nous pouvons devenir si vous vous voyez évoluer et devenir une meilleure version de vous-même. Et je pense que c'est un peu une des clés pour tendre vers le bonheur, puisque cela nous permettra de mieux relativiser. D'où l'importance de considérer notre environnement comme étant une richesse, puis d'explorer les univers inconnus, avec bienveillance bien entendu, afin d'être satisfait de notre monde actuel. Contrairement à une certaine époque où les échanges culturels étaient bien moins importants qu'à ce jour. Le fait de vivre en accéléré, de toujours gagner du temps, d'être organisé, permet de faire de nombreuses choses, puis de nous enrichir intellectuellement dans de nombreux domaines. Notre journée pouvant être composée d'activités si riches qu'à une certaine époque, il fallait au moins 6 mois pour vivre tout ça. Tellement que nous pratiquons d'activités, cette richesse de rapidité
Cette fréquence à laquelle nous évoluons, nous communiquons, eh bien, nous allons beaucoup plus vite. Nous avons des communications beaucoup plus grandes, beaucoup plus larges. Le fait d'effectuer des rencontres lors de mes voyages, en ce qui me concerne, lorsque nous découvrons d'autres cultures grâce à la technologie qui le permet, eh bien, parmi la multitude de moyens de transport existants, nous pouvons faire d'innombrables rencontres. Puis cette richesse intellectuelle aussi, qui permet d'améliorer la communauté et de ne pas être classifié par des propos, disons, racistes, homophobes ou encore discriminatoires. Seule la connaissance permet d'éviter ce genre de pensées absurdes et dépassées. Enfin, il y a aussi ce que j'appelle les chimères. Comme vous avez pu le constater, le bonheur s'acquiert de différentes façons, du moins selon notre état de satisfaction. Et l'établissement de chimères, ou encore le fait de se ressourcer, s'avère être de bons atouts. Alors, je veux bien admettre que notre quotidien peut parfois nous paraître comme étant ennuyeux, trop répétitif, voire agaçant. Ainsi, beaucoup peuvent perdre la notion de satisfaction et tentent de penser à autre chose, ou de se détendre par des moyens, disons, pas trop en adéquation avec leur propre santé. Ainsi, je pense qu'il est tout de même nécessaire de conserver certaines chimères en cas de tracas quotidien. Un lieu imaginatif nous permettant de nous ressourcer afin de faire relâcher la pression. Et ça, de manière beaucoup plus saine qu'autre chose. Et de ne surtout pas sombrer dans la routine meurtrière du quotidien, mais de trouver des activités qui nous permettent de nous divertir, tout en nous enrichissant parmi les ressources de notre environnement, et de par la suite, de les utiliser face aux actes et conséquences de notre milieu, comme des sortes d'outils. Puisqu'étant plus détendu, ressourcé et positif, vous percevrez les anciennes contraintes, telles que des pannes de réveil, des embouteillages, le fait d'être trempé à cause d'une forte pluie, comme de amusantes anecdotes. Alors, avant de conclure sur ce sujet, je souhaiterais revenir un peu dans le domaine scientifique, et plus précisément auprès des sciences liées à la psychologie, ou encore à la neuroscience. Au début du cours, je vous ai parlé de l'endorphine, afin de mieux comprendre ce qui se passe dans notre cerveau, que ce soit à propos du bonheur, mais aussi à l'égard de nos actions et de nos pensées. Ainsi, je voudrais voir avec vous les différents états de conscience. Jadis, nos capacités cérébrales et ce qui en découle nous semblaient flous, mais à ce jour, 4 états de conscience ont été décelés, tels que le conscient, le subconscient, l'inconscient et le superconscient. Pour commencer avec le conscient, il faut savoir que c'est le premier niveau de conscience. Il nous permet d'être rationnel, de juger, de réfléchir, puis de décider selon diverses situations quotidiennes. De plus, il faut savoir qu'il se forme en fonction de l'expérience accumulée au fil du temps. Le conscient est d'ailleurs attaché à l'hémisphère gauche du cerveau, soit celui de la logique et du langage. Pour finir, il représente environ 10% des fonctions neuronales du cerveau. Et il s'agit bien là d'une estimation, bien entendu. Pour ce qui est du subconscient, eh bien, lui
est aussi nommé second inconscient. Il englobe d'ailleurs tout ce qui n'est pas conscient, mais cependant acquis. En d'autres termes, cela signifie que ce qui a été un jour conscient est désormais juste sous la conscience, donc sous la forme d'un réflexe tel que l'intuition, le souvenir, la peur. Par exemple, je ne m'approche pas du four car je me suis brûlé étant enfant et depuis j'appréhende. Dans la majorité des cas, le subconscient se forge pendant l'enfance et on associe le subconscient à l'hémisphère droit du cerveau, où sont stockées en général les pensées et expériences. D'ailleurs, le subconscient ne juge pas et ne fait pas la différence entre le bon et l'immoral, ou le réel et l'imagé qui passe par contre par le conscient. L'inconscient, lui, englobe tout ce qui n'est pas conscient et qui relève d'automatismes innés. L'inconscient est hors de la perception consciente, mais tout de même dans la mémoire du sujet. Il a d'ailleurs un impact sur les pensées et actes de l'individu. On trouve dans l'inconscient des automatismes tels que marcher, les battements cardiaques, la circulation sanguine, la croissance du corps, la respiration, la réaction physique à un stimulus extérieur et j'en passe. Il y a aussi des automatismes de l'esprit, tels que le fait de parler, le lapsus, les rêves ou encore les pulsions verbales. Mais le superconscient, quant à lui, est une notion théorique du domaine de la métaphysique. Alors on lui donne bien des noms, tels que souffle de Dieu, esprit de Dieu, état d'éveil, puissance divine, l'énergie vitale et universelle, et puis bien d'autres encore. Pour être plus clair, il s'agit là d'un état mental qui va au-delà de la conscience. Alors, bien entendu, je vous laisserai la liberté de vous instruire par vous-même si vous désirez davantage d'informations en ce qui concerne cet état de conscience. Alors pourquoi vous ai-je parlé de ce qui se passe un peu dans notre cerveau? Eh bien tout simplement parce que l'on se rend bien compte que nos expériences vécues peuvent avoir une influence considérable dans nos croyances et cognitions. De ce fait, l'éducation reçue à l'enfance s'avère être le pilier d'une personnalité acquise au stade adulte. Mais de quelle éducation fais-je référence, me demanderiez-vous? Eh bien, à vrai dire, j'en ai distingué trois. Dans un premier temps, il y a l'éducation parentale, étant
nos premiers modèles, nos parents, seront d'une grande influence dans notre manière de penser, puis de nous comporter durant les premières années de notre vie. Ils vont, selon moi, constituer les premières pierres de notre personne. Par la suite, nous pouvons observer l'éducation que je nomme sociale, souvent observable à l'école d'ailleurs. Elle constitue nos premiers échanges avec le monde extérieur, en l'occurrence nos camarades, des camarades de classe, ainsi que nos professeurs. Elle influencera nos manières de nous comporter dans la société, ainsi qu'avec autrui. Puis, la troisième phase de l'éducation, que je nomme l'éducation personnelle, souvent observable d'ailleurs durant l'adolescence, où l'individu va tenter d'apprendre à penser par lui-même, remettre en cause ce que nous lui avons enseigné, puis soulever les barrières que ses parents ainsi que la société lui ont imposées. Il va influencer d'ailleurs sa propre personnalité, définir ses convictions politiques, éthiques et philosophiques, ainsi que la manière dont il va se comporter. Et son rapport à l'altérité, ça va de soi. Cette phase de changement se manifeste notamment suite à l'environnement dans lequel il va se développer. Souvenez-vous, nous sommes le résultat de l'environnement dans lequel nous nous sommes développés, ainsi que les rencontres que nous y avons effectuées. Il y aura aussi son entourage, qui lui sera d'une grande influence, puis l'ambiance des secteurs auxquels il se sera familiarisé, tels que l'univers sportif, artistique et bien d'autres encore. Bon. Quand bien même vous avez une personnalité selon laquelle vous ne vous laissez pas influencer, eh bien, tout me laisse penser que l'environnement dans lequel nous vivons et les rencontres que nous allons effectuer ont un impact majeur à l'égard de notre personne. Si vous vivez par exemple au sein d'une communauté où les personnes vont toutes parler avec un vocabulaire familier, votre inconscient va, de toute évidence, tenter de fonctionner par mimétisme avec, du moins, ce vocabulaire, puis de s'adapter tel un caméléon et de se correspondre à son habitat. A contrario, si vous vivez dans un environnement où nombreux sont ceux qui entrent en communication avec vous par le biais d'un vocabulaire soutenu, vous aurez tendance à beaucoup plus surveiller votre langage qu'auparavant. Et cette observation s'accorde également avec le comportement des individus avec lesquels nous échangeons. Le fait de vivre avec une personne qui est très joyeuse et qui s'intéresse à divers sujets, puis des personnes qui peuvent être très ouvertes d'esprit, qui vont se satisfaire de peu de choses, vont vous permettre de mieux vous sentir grâce à leur tempérament, disons, positif, ainsi qu'à leur agréable humeur. Ainsi, la première clé du bonheur serait intrinsèquement liée à l'environnement dans lequel vous allez évoluer, puis vous développer et développerez par la même occasion votre personnalité. Cependant, si vous vivez avec des individus négatifs qui se plaignent constamment, notamment de la situation dans laquelle ils se situent, vous allez alors avoir beaucoup de mal à avancer, étant donné qu'il me paraît nécessaire de s'entourer des personnes, d'une part, qui vous donnent confiance en vous, et d'autre part, qui ne vous rabaissent pas à votre simple situation, qu'elle soit professionnelle, sociale ou encore à votre âge. Dans le cas où l'individu s'avère être plus cultivé que vous sur un sujet en particulier, il ne pourra pas être distingué comme étant plus intelligent que vous dans sa globalité. Puisque dans un premier temps, l'intelligence n'a rien à voir avec la culture générale. Puis dans un second temps, elle doit aussi être interprétée selon un point de vue précis et ce, défini préalablement. Ainsi, il est nécessaire d'avancer et de ne pas stagner. Alors, soyez audacieux et faites preuve d'innovation.
Puisque le vrai travail du philosophe est le fait d'être constamment dirigé vers le raisonnement, puis, par la même occasion, sur le chemin de la sagesse.